Bonsoir, au sommaire, nous retrouverons notre marathonien natif d'Agenmo. Nous verrons quelques images de la bourse Méca Passion. Nous aurons quelques échos des fêtes de Orsarieux. Mais pour commencer, nous recevons Louisette Daguerre, bonsoir, et Bernard Casaubon, bonsoir. Bonsoir, qui viennent nous parler d'un disque, d'un fameux disque de musique classique, je crois. Tout à fait. Donc Bernard, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Alors cet album est sorti au mois de mai. Il comprend 2 CD et pour un total de 24 morceaux. Et c'est essentiellement de la musique classique. Alors de la musique classique, qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de... On va trouver un peu tous les types d'instruments de l'orchestre symphonique, jusqu'au piano solo, jusqu'à la flûte. Enfin, vous avez tous les instruments possibles. Alors je suppose que c'est un travail de création et d'écriture énorme. Alors c'est un travail qui a représenté une douzaine d'années, sans contrainte de temps. Je l'ai fait ça depuis ma retraite. Voilà, et j'ai déposé régulièrement les morceaux, selon l'évolution, à la SACEM, à Pau. D'accord. Voilà. Alors pourquoi Agenmo aujourd'hui? Alors pourquoi Agenmo? C'est que le premier morceau a été écrit à mémoire de Joe Daguerre, avec qui j'ai joué de longues années. Donc votre mari, voilà, vous êtes, c'est ça? Alors il était bassiste et accordéoniste. Et alors, ils ont joué dans quel groupe alors tous les deux? C'est le groupe Heptagone, dans lequel on a passé de nombreuses années. Alors, où est-ce qu'ils tournaient exactement le groupe Heptagone? Dans la région ou Oui, dans la région. Oui. Un peu partout dans tous les partenaires. Nous avons fait les fêtes de l'Agenmo souvent. C'était des animations de bal? C'était la musique de bal, c'est ça? Musique de bal, oui. Alors, le rapport entre la musique de bal et la musique classique, alors, c'était... là, c'est tout à fait personnel. C'est que je ne relie pas la musique de bal que j'ai jouée pendant de longues années, parce que c'était vraiment la fête. Par contre, mes écritures me rapprochent plus de mon adolescence, parce que j'ai étudié le piano de l'âge de 6 ans à 18 ans, et les études, c'était essentiellement classique à l'époque. Donc je suis revenu un peu sur mes bases. Voilà. Mais je ne relie pas du tout, je vous dis, les époques passées avec Heptagone, au contraire. D'accord, mais alors ce groupe, Louisette, ils étaient créés par votre mari et Bernard ou c'était... Voilà. Et alors ils continuent à tourner un petit peu aujourd'hui, il existe toujours? Il existe toujours, oui. Je suis toujours en rapport avec son responsable, M. Sautier, à Toulouse. Voilà, et cette formation, maintenant elle est professionnelle, parce qu'à l'époque c'était un orchestre semi-professionnel. D'accord. Et donc, dans la famille Daguerre, il y a eu un petit peu de suite au niveau musique ou, Non. Voilà, donc c'était un bon souvenir, Oui, une belle époque. Bien sûr. Oui. Ça vous a touché peut-être un petit peu que maintenant vous faites cette... Ouais. Bien entendu. Les enfants et moi-même, on sont éternellement reconnaissants. C'est vraiment gentil de sa part. On comprend. Mais alors Bernard, comment, quels sont les musiciens qui ont joué sur ce... Comment on fait de la musique classique Alors, toute cette écriture s'est faite sur PC. J'ai passé un stage de 3 jours à Paris sur un logiciel français. Et au retour, toutes les écritures manuscrites ont été rapportées sur le PC. Voilà. Par contre, très vite, je me suis aperçu que les banques de sons ne me convenaient pas totalement, donc j'ai préféré continuer l'écriture, et ce n'est qu'au bout de 12 années d'écriture que je me suis adressé à un professionnel pour appliquer des sons vraiment de nos jours. Les sons de violon sont bluffants, les sons de trompette. Donc c'est la musique électronique, c'est ça, sur un ordinateur? C'est électronique, voilà. Mais j'ai eu la chance d'avoir... une personne, M. Fabrice Fargue, qui est au studio, qui m'a dit que les partitions de piano, il souhaitait les jouer lui-même. Et ça lui a pris un peu plus de temps, bien sûr, parce qu'il a fallu qu'il les travaille. Et je trouve que le rendu est vraiment parfait. On n'en doute pas, on a déjà écouté, oui. C'est vrai que ça semble vraiment merveilleux. Où est-ce qu'on peut trouver les disques? Alors les disques, vous les trouverez à la Maison de la Presse, je les ai laissés en dépôt. Et je suis en train de voir avec la personne qui s'occupe de ce magasin, de savoir si je ne pourrais pas venir un jour pour dédicacer éventuellement des CD. Voilà. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Louisette et Bernard. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.
Voici maintenant quelques images de la bourse de méca passion qui a eu lieu samedi et dimanche. Alors il y avait des voitures tellement belles qu'on ne savait pas où regarder, ainsi que des motos puis des tracteurs. On a eu aussi une magnifique bâtère. Vous allez voir des images du moment où on a ramassé le blé. Et puis vous allez voir l'animation donc de l'adjudant-chef Cruchot qui est passé lieutenant, bravo à lui, et puis de la bétaillère aussi. Ah oui. N'aie pas peur du gendarme, c'est un gendarme gentil, tu sais. Oui, oui. Oui, tu l'as. Sur Mont-de-Marsan ou quoi? Oui, moi je me souviens de l'usine Tamboury. C'est des gros moteurs dans les 480. Les personnes qui ont fini de déjeuner, il serait fort aimable à elles de quitter la table. Alors si vous avez mangé, n'hésitez pas à venir boire un café à la buvette. Ouais, merci. Vous voulez? Pas de l'huile, Bernard, avec ton tracteur là. J'ai l'anti-mouille. Mais de l'huile, Ouais, ça va faire un vinaille. elle va te talquer, oui. Ça va pas. Baisse. Ah, levé. Baisse, non, pas baisse, baisse. Ah, putain, 5 marches avant, une marche arrière, il faut le moyen de passer sur celle-là. Attends, les minutes, les inscriptions étaient closes. Attends, alors me raconte pas de conneries parce que c'est pas vrai. Parce que j'ai inscrit moi, après j'ai inscrit. On était presque à top, non? Il va falloir que ce soit moi qui verse un peu, non? Attention. Attends. Mettez la cale, la cale. Ah, c'est bon. Il fallait mettre la cale là. Hey, retour. Là-bas. Attends. Là. Bon, mais ça va bien. Ah ouais, c'est ce même pêche, c'est magnifique. Hein. C'est national là, hein. Ah, non, mais elle est super belle, ça. Elle est belle, ce machin. Je sais pas. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus pas beaucoup. Et comme ça, tu vas dans le lot là-bas, Tu fonctionnes. Quand tu veux mettre le truc, tu vas. Claude, tu vas au boulot. Vous avez les ballons rondes devant? Allez, Allez. à gauche. Quel boulard. Soyez première. Allez, Ah, mais ça lit pas. Attends, il se fait un tour. T'es pressé ou quoi? C'est pressé. Il y en a un qui a la clé. Comme me disent les politiques, il est urgent d'attendre.
Pour le parapluie. Hein? Pour l'été. Et voilà donc la dernière 4L de la brigade d'Agenmont. Elle est là aujourd'hui. Peut-être elle est pour vous. Dernière 4L. C'est où les tickets? Conduite par l'adjudant-chef Cruchot de la brigade d'Agenmont. Je contrôle s'il n'y a pas de stupéfiants dans la paille. Il peut plus descendre, il est pas tranquille. Du cannabis. Du cannabis. J'appelle le renfort. Une grosse affaire. Merlot, Gerbert. Vite, on bip. Alerte au cannabis. Bon, alors, t'entends arrive. Première. Vous pouvez vous avancer. La moto, vous pouvez passer. La dernière 4L de la brigade d'Agenmont, conduite par l'adjudant-chef Ludovic Cruchot et tous les gendarmes. Alors, cette magnifique voiture retapée par les membres de l'association Méca Passion, qu'on peut vraiment déjà tous applaudir. J'en ai pas vu beaucoup ce matin à la maison du Seigneur en sérieux. Chers frères, nous vivons un grand moment. Je vais demander à quelqu'un de venir m'amener, cher tonton, l'eau bénite pour procéder donc à la bénédiction. Il va la salir, oui. Attention, voilà. Il ferme les yeux, terrible. Rentre dans le son. Un seul, un seul, un seul.
Voici maintenant quelques images des fêtes d'Orsarieux de ce week-end. Je pouvais compter sur vous, merci. Venez tous à Orsarieux, c'est très bien, les gens sont très accueillants. Voilà. Et voilà. La coupe de tous les possibles porte bien son nom. Ce week-end, le FCH a remporté le match qui lui permet d'atteindre le 4e tour de la Coupe de France. Voilà.
Vous jouez le Indo comme ça. Aidez-le, va chercher, déjà on a un soutien. Ça profite là. Bravo l'arbitre. Ah, l'arbitre, il signale à la faute. Oui. Garde. Aujourd'hui, le groupe a été extraordinaire. On a été rigoureux, disciplinés. Techniquement, on a fait de très bonnes choses, on les a mis en danger. On nous avait promis un peu, pas eux-mêmes, des gens qui nous disaient qu'on n'avait pas existé. On a prouvé le contraire, qu'il y avait des mecs, des jeunes formés au club, un état d'esprit du village. Et bien on peut renverser des montagnes. Et vraiment, aujourd'hui, super à tout, aux 15 acteurs de notre équipe. Même s'il y a un joueur qui peut rentrer par rapport au règlement. Mais je veux dire, vraiment un état extraordinaire. Voilà, je pense qu'on n'a pas montré que la tactique, on a montré du jeu, de l'enthousiasme. Et ça, c'est encourageant pour l'avenir. Agenmo se serait bien contenté d'un match nul malgré de belles actions avortées, mais Mauléon l'emporte à la dernière seconde du match sur une pénalité.
Philippe Richer, natif d'Agenmo, comme vous le savez, a réalisé un nouvel exploit en gagnant le marathon du Pérou. Il nous raconte de quelle manière. Bon alors Philippe, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de la Corée. Maintenant, tu as attaqué à beaucoup un autre morceau, hein, c'est-à-dire l'Amérique latine, le Pérou. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Oui, alors le Pérou, c'était l'objectif de l'année. Oui. Toutes les autres courses, en fait, elles n'étaient pas forcément programmées. Alors, le Pérou, c'était une course que je voulais faire, parce que bon, c'était considéré comme le marathon le plus dur au monde. Donc en fait, après avoir fait le pôle Nord, où on m'avait dit que c'était le plus dur au monde, la muraille de Chine, bon, c'était dans les plus durs au monde, donc à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui met la barre encore plus haute. Alors comme je suis un petit peu curieux et aventurier, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Voilà, moi j'ai pas été déçu, hein. Je suis tombé déjà sur un beau pays, et une course un peu atypique. Alors dis-nous pourquoi. Un peu atypique. Alors déjà, on ne peut pas prendre beaucoup de personnes, parce que ça c'est souvent ce qu'on me demande, on n'était que 33. Donc il faut savoir que l'organisateur fait 2 sessions dans l'année, au mois de juin et au mois d'août. Et par exemple pour le mois de juin, les inscriptions elles vont s'arrêter là, enfin, je crois qu'au 31 pour le mois de juin 2019. Alors, en fait il dépend du Machu Picchu. Alors le Machu Picchu, je ne sais pas exactement, mais par exemple, pour protéger le site, ils vont prendre que 2 ou 3 000 personnes par jour. Ah voilà, oui. C'est bien encadré. Et donc la course s'est retrouvée en jeudi parce que potentiellement en samedi, il y aurait eu trop de monde. Voilà, il y aurait eu trop de monde. Donc en fait, il a pu acheter que 33 billets pour ce jour-là. Au mois de juin, il avait pu en acheter 40 ou 45. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et après, bon, on arrive sur des sites préservés, donc il n'y a pas de balisage, voilà, il n'y a rien du tout, parce que voilà, on arrive au Machu Picchu, il faut trouver... Et donc les 33, c'était 33 nationalités? Alors c'était pas 33 nationalités, il y avait beaucoup d'Américains, parce qu'en fait l'organisation est américaine, donc il y avait beaucoup d'États américains. Il y avait des Australiens, il y avait des Japonais, des Chinois, des Anglais... Et aussi bien hommes et femmes? Oui, il y avait pas mal de femmes. Il y avait, c'était sur les 33, il devait y avoir 7 ou 8 femmes. Oui, c'était... Et alors comment ça s'est passé? Vous êtes parti tu as fait Amsterdam, tu m'as dit Amsterdam-Lima. Voilà. Alors j'ai fait Amsterdam-Lima, donc à Lima j'ai eu 8 ou 9 heures d'attente. Je suis parti à 4 heures du matin de Lima jusqu'à Cusco. Et à Cusco, dès que je suis arrivé, on a commencé l'entraînement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que Cusco, ça doit être à 2700 mètres d'altitude. Et donc le premier entraînement, on a fait juste 10 km. C'était 5 km de montée, 5 km de descente. Bon, il a été un peu douloureux parce que bon, je pense qu'il y avait la fatigue du voyage. Mais là, de suite, l'altitude, hein. à froid ouais, de monter de 2700 à 3500 mètres. Ouais,
entre la tête, l'estomac, ouais, j'ai eu un peu la totale. Et on t'a pas donné un médicament, la fameuse tisane, le maté, tout ça? Non, non, après j'ai rien demandé non plus. Ouais, c'est-à-dire que je suis arrivé, voilà, enfin, déjà, plutôt que dormir, je préfère aller voir un peu les paysages, voir un peu comment ça se passait, rencontrer les gens aussi, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire connaissance avec les gens. Et donc après, tout est parti de Cusco. Voilà, donc on a démarré de Cusco. Donc en fait, l'Inca Trail, c'est le chemin des Incas, il fait 100 km. Donc moi je suis arrivé le samedi, la course était le jeudi. Donc tous les jours, on se rapprochait un peu des 42 derniers kilomètres du parcours. Et donc tous les jours, on faisait 6, 7, 8 km d'entraînement. Voilà, pour s'acclimater à l'altitude. Parce qu'en fait, la grosse difficulté, c'était l'altitude. Voilà, parce que quand on parle de marathon le plus dur au monde, bon, voilà, après, pour moi, c'était sûr, c'était pas un marathon, c'était un trail. Voilà, parce qu'il n'y avait pas du tout de bitume, il n'y avait pas de ligne droite, voilà, c'était que des escaliers, que de la montagne, montée, descente. Voilà, donc bon, les Américains, voilà. Alors forcément que si on prend 42 km 195, vu la difficulté, le dénivelé, et surtout les 3 passages en grosse altitude, oui, forcément, c'est le plus dur au monde. Mais pour moi, c'était voilà, c'est un trail compliqué, mais bon, c'était pas forcément un marathon, quoi. Le marathon, juste pour la distance. Ah oui, c'est ça, juste les 42 km. Oui, voilà, voilà, mais après, voilà, c'est... Et alors, tes impressions, là, sur... Bon, le trail là, mais le Pérou... Ah, ben, le Pérou, c'est un pays vraiment magique. Donc les gens... alors on a le cliché, bon, des fois nous on nous représente avec le béret et la baguette, mais bon, on a l'image du péruvien avec le bonnet, avec tout ça, quoi. Mais c'est pas du folklore, c'est réel, quoi. Ça, voilà, on a eu la chance dans les marchés, enfin, vraiment de visiter des petits villages et tout. Voilà, c'est vraiment comme ça, quoi. Et puis après, il y a une richesse dans ce pays qui est assez formidable, une richesse culturelle. Et puis bon, il y a les Incas, mais après, au niveau des paysages, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des plaines avec ce que j'aime, des visions à 360, sauf que là, on est entouré de la cordillère des Andes. Et quand on voit la hauteur des sommets, ouais, ça laisse un peu rêveur, quoi. Non, c'est magnifique. Hein. Et donc, si on revient à l'épreuve, tu es arrivé le premier, c'est ça? Oui, alors ça, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Parce que bon, c'était pas du tout prévu. Bon, par contre, je m'étais super bien entraîné. Donc, au mois de novembre dernier, j'étais allé faire une course dans l'Everest. Donc j'avais vu ce que c'était de monter à 4500 mètres. Voilà, la première étape, j'avais payé cher l'inexpérience. Bon, ça n'avait pas été au niveau respiratoire parce que j'avais fait mon entraînement avec le masque, mais ça avait été côté musculaire. Donc là, j'ai fait mon entraînement avec mon masque, et là, j'avais rajouté une difficulté supplémentaire. Je m'étais rajouté un gilet avec 8 kg. Et donc j'avais visionné quand même toutes les vidéos qui ont pu être faites, et en fait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de marches, et bon, j'avais connu en fait la muraille de Chine, j'avais fini deuxième du trail de la muraille de Chine. Donc entre mon expérience d'altitude de la muraille de Chine, donc j'avais demandé de nouveau aux SDIS de Mont-de-Marsan l'accès à leur tour, et donc le midi j'allais faire 5000 marches. Ah, tu montais, tu descendais et tout ça. Oui, sauf que pour la muraille de Chine, je le faisais juste avec un t-shirt, un short. Là, je le faisais avec le masque et le gilet, quoi. Et donc, déjà, ça m'avait quand même donné quelques certitudes. Parce que bon, quand vous arrivez à faire 5000 marches avec bon, toujours mon masque, il y a juste ça pour respirer, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait un très bon entraînement. Après, quand je suis arrivé là-bas, bon, mis à part le premier jour, déjà le deuxième jour, je commençais à mieux appréhender l'altitude. J'arrivais vraiment à me caler. Bon, il fallait surtout pas ou faire de grandes enjambées ou un truc comme ça, faire surtout dans les montées. Après, on a couru en ligne droite à 3500. Par contre, en ligne droite, il y a moins de soucis. C'est surtout quand
quand on monte. Là, dès qu'on fait un effort bras, jambes, voilà, on est plus en difficulté. Donc on va chercher un peu plus d'oxygène. Et forcément, quand on va chercher un peu plus d'oxygène, ben, des fois on tombe en panique. Donc on va attendre. Enfin, je veux dire que c'est le réflexe. Il y a eu d'autres concurrents qui ont eu des problèmes de ce genre? Il y en a deux qui n'ont pas pris le départ. Parce que, voilà, après, au fur et à mesure qu'on s'approche, ouais, c'est l'anxiété, elle montait aussi, quoi. Mais bon, moi, plus ça allait, plus j'étais confiant. Donc on avait fait un entraînement où je me suis senti bien, et là j'ai testé un peu ce que valaient les autres concurrents. Et bon, il y a deux jeunes, bon, après j'étais encore dans les plus, enfin, pas forcément plus âgés, mais bon, il y en avait de 27 et 29 ans, surtout un Américain, un Irlandais, un Canadien. Ils étaient beaucoup plus rapides que moi, mais bon... mais peut-être moins entraînés. Voilà, non, il y en avait deux quand même qui avaient fait un entraînement avec un masque. Mais là, personne n'a couru avec un masque et tout ça, non? Non, en fait, le masque, il sert à simuler. Après, en haut, on est en condition, enfin, là, on est vraiment en condition où c'est 10% d'oxygène. On a du mal à imaginer, quand vous êtes sur une paroi comme ça, à plus de 4000 mètres, il faut vraiment, en fait, c'est cérébral, hein, il faut vraiment se conditionner, de ralentir, d'être patient sur la montée. Voilà, il faut se dire ça va être long, voilà, prends ton temps, voilà, c'est surtout ça. Parce que dès que vous faites un effort, ben, le cœur il va prendre 4, 5, 10 pulsations, donc là ben, le cerveau il lâche un peu, donc ça fait un peu comme une crise de panique. Ouais, le besoin d'oxygène se fait ressentir, et puis bon, ben voilà, et alors que ben, on peut pas aller chercher plus, quoi. Donc il faut vraiment garder en tête toujours ça, quoi. Donc ça c'est voilà, moi tous les jours, voilà, j'ai essayé de trouver une vitesse moyenne par rapport à l'altitude. Donc c'est une super expérience là que tu as vécue. Ah oui. Bah, après, quand j'ai vu que j'avais un petit ascendant sur les autres... T'as profité. Ben non, mais je me suis dit, il y a un petit coup à jouer. Bon, donc je suis parti très vite. Et donc il y a un Irlandais qui m'a rejoint. Donc bon, je me suis dit, bah, à deux, ça va être plus facile. Hein. Et puis donc on a fait les 10 premiers kilomètres, donc on est monté jusqu'à 4000 mètres, hein. On a fait tout en courant. Et en fait il fallait redescendre après la montagne. Et là, moi qui suis très mauvais descendeur, en fait si on a pu monter, c'est que bon, c'était pas vraiment à pic, on montait régulièrement. Donc parce que c'était 4 h du matin, on était avec la frontale. Hein. Aussi pour ajouter un petit peu à la difficulté. Ah, parce que c'était la nuit aussi? Oui, on a démarré à 4 h du matin. Ah ouais. Oui, parce que le Machu Picchu, il ferme à 15 h 30. Donc le site est fermé, donc il y avait 11 h 30 pour le faire. Et donc on est parti, et puis en fait, dans la descente, moi j'ai pas voulu faire semer la personne, je m'entendais très bien avec lui, on rigolait. Bon, quand on part au départ j'étais parti pour 9 heures de temps, l'année dernière ça s'était gagné en 8 h 36. Bon, je connais le gars qui avait gagné. Et là vous avez fait en combien alors? Ben là j'ai mis 7 h 50. Hein. Ah ouais. Ah ouais. En fait je crois en 42 éditions, j'ai le 3e temps. Donc ce qui est pas mal. Et puis après, bon, alors pour corser le truc, c'est que d'habitude, on était dans des super hôtels. La veille de la course, quand on démarre à 4 h du matin, on était dans des tentes. Donc normalement, il devait faire entre 0 et -2. Sauf qu'il a fait... oui, parce que c'est l'hiver là-bas, Pérou, oui. en août. Et donc là, il s'est mis à pleuvoir. Donc il a plu toute la journée. Et là, pour la première fois, il y a eu la neige. Ah d'accord. Ah oui, mais tant qu'à faire, autant... Ah ouais. Après, ça fait de belles images. Hein. Mais bon, donc du coup, dans ma descente, à un moment, j'ai tourné la tête. Et donc, l'Irlandais, il n'était plus là. Donc forcément, je me suis dit, je vais accélérer. Et puis après, le favori de la course, en fait, comme on montait et on descendait la montagne, en fait, j'ai rencontré tous les autres concurrents, quoi. Et donc, j'ai vu déjà les dégâts, dans la montée, quoi. Et psychologiquement, bon, quand j'ai dû descendre à 16 ou 17 km/h et la personne qui est scotchée sur la paroi, qui n'a pas fait encore le demi-tour et qui me voit le passer, bah, j'ai lu son compteur rendu, ça l'a un peu miné, quoi. Et vous, ça vous consolide. Moi,
moi je savais pas du tout où étaient les autres. Et à un moment, quand même... Après, il doit y avoir du danger aussi, on peut tomber, on peut... Ah mais oui, parce qu'on descend, on descend des escaliers, non, mais après, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en lien de mire. C'est qu'à un moment, moi je suis arrivé, donc j'ai suivi le chemin, mais... parce que il y a des fois, je suis parti donc sur la grande ascension, là où on monte à 4300 mètres, Death Woman Pass, c'est que là, à un moment, je n'arrêtais pas de demander aux gens, je suis bien sur le bon chemin, parce que, bon, après... Parce que tu rencontrais des gens là, sur le chemin? Oui, ben oui, parce qu'après, c'est comme, voilà, c'est cette course, quand je dis, ben, c'est un peu comme dans l'Everest. Les gens, il y avait tous les porteurs et tout, enfin, c'est le seul chemin pratiquement, si on ne veut pas passer par la route pour aller au Machu Picchu. Donc il y a des expéditions, il y a, il y a du monde quoi. Voilà, il y a des lamas, pas tout seul, là, quoi. même si le chemin est étroit, on voit du monde. Donc à chaque fois, je demandais si j'étais sur le bon chemin. Ouais, ça a été un peu sympa quand même de voir un peu de monde, non? Plutôt que d'être ça rassure surtout quand on dit je sais bien ça, bon, même si je le sais, mais bon, ça rassure parce que bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'une perte de lucidité. Après, alors donc ce que tu nous racontes, c'est assez édifiant. Oui. Et alors, tu vas t'arrêter là ou tu as encore d'autres projets? Ah ben, les projets, bien sûr que j'en ai d'autres. Déjà, dans 15 jours, je pars à Annecy, enfin dans 15 jours, non, vendredi prochain, je pars à Annecy faire le relais le plus dur au monde. Donc ça s'appelle le Red Bull Element. Donc là, j'ai un nageur. Après, moi, je m'attaque à la montée de la Tournette. Donc il y a 12 km, 2000 de dénivelé, donc ça finit par de l'escalade, via ferrata. Après, il y a un gars en parapente qui prend le relais et ça finit par du VTT. Bon, voilà. Après, pour l'année, c'est fini. Ça y est. Voilà, et puis après, l'année prochaine, je veux retenter la Barclay. Et puis bon, voilà, et puis après, il ne me reste plus qu'un continent, c'est le pôle sud. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire le grand slam, comme appellent ça les Américains. C'est-à-dire? C'est d'avoir fait tous les continents. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc pour l'instant. Et la dernière épreuve là au pôle sud, c'est où exactement? C'est quoi c'est l'Argentine, le Non, Chili? c'est carrément l'Antarctique. Ah oui, carrément. Ah oui, alors après, là c'est une base américaine qui gère l'Antarctique. J'ai connu une base russe pour le pôle Nord. Donc voilà, non, après, par contre, il faut transiter évidemment par le Chili, par Punta Arenas. Et ça rapporte quoi d'être vainqueur de la course? À part la gloire? Ah, rien du tout. Ah non, mais rien du tout, rien du tout, à part un petit trophée, voilà. Ah oui, t'es super. Ah, super. Non, après voilà, c'est plus pour soi qu'autre chose, quoi. Voilà. Et donc bon, c'est la première fois qu'un Français gagnait le marathon. Donc après c'est plus après dans l'ambiance avec les gens qu'on peut rencontrer. C'est ça le plus intéressant. Là, j'ai trouvé des gens vraiment sympas. Bon, mais merci Philippe, et puis à une prochaine fois. Ah oui, il est parti. Merci. Les hirondelles se regroupent sur les fils électriques, c'est un signe d'automne, elles pourraient rester un petit peu plus longtemps. Les hirondelles sont des oiseaux migrateurs qui installent leur nid près des habitations, dans les granges et les étables. Elles symbolisent l'arrivée du printemps, ce sont des espèces protégées dans de nombreux pays, mais leur population est en régression de 30% en France et de 20% en Europe. Si elles sont moins nombreuses, c'est en partie à cause du réchauffement climatique, mais surtout à cause de la raréfaction ou de l'empoisonnement de leur nourriture par les insecticides. Dans notre canton, elles sont encore là, en nombre, et elles se préparent à repartir en Afrique.
Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Bonsoir, à la semaine prochaine.